Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Nous sommes en direct et en public depuis le festival à l'école de l'Anthropocène. Et tout de suite, on va parler d'eau, de beauté et de bande dessinée avec mon invité Laurent Bonneau. Laurent Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous signez en 2024 avec Alain Bujac un album qui est absolument splendide chez Futuropolis, un album d'une poésie et d'une humanité profonde, porté par une écriture sensible et un dessin virtuose. Cet album, c'est Le bruit de l'eau, discussion dans la vallée de la Roya, une bande dessinée sur cette vallée qui est située dans les Alpes-Maritimes et qui a subi en octobre 2020 une terrible tempête, la tempête Alex. Qu'est-ce qui s'est passé en cette funeste nuit du 2 au 3 octobre 2020 et comment ça vous a touché au point d'y aller et d'en faire une bande dessinée? Bon, déjà, merci. C'est un peu trop élogieux. D'ailleurs, j'espère qu'on ne sera pas déçus pour les personnes qui découvriront le livre. Je ne crois pas. Bon, c'est gentil. L'origine du livre, en fait, ça vient de l'éditeur, les éditions Futuropolis, qui c'était à la base que le photographe et écrivain Alain Bujac et moi-même allions sur place, donc dans la vallée de la Roya, 4 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, je ne sais plus quand est-ce que... C'était en 2023 que nous y sommes allés, 3 ans plus tard, afin de dresser plus ou moins un état des lieux, en tout cas d'aller à la rencontre des lieux, de découvrir... et puis de découvrir, oui, mais aussi de découvrir la parole des gens, des habitants. Moi, je n'avais pas tant d'écho que ça, je veux dire en termes d'actualité, lorsqu'il y a eu la tempête même, la tempête Alex. En règle générale, je ne suis pas à l'actualité, donc c'est toujours après coup, avec le filtre du temps, que l'importance des éléments me vient aux oreilles. Et de toute façon, ça laisse personne indifférent. Enfin, après, comment l'expliquer? La tempête Alex, elle a traversé la France, d'ouest en est, du nord en sud, en diagonale, et en fait, elle est venue s'arrêter, particulièrement dans une zone qui est l'arrière-pays niçois, où avec les vents chauds et humides de la Méditerranée, en fait, le relief fait que là, d'un seul coup, il y a eu une espèce de cataclysme très local, parce qu'en fait, il y a plusieurs vallées à cet endroit. Il y a la Vésubie qui a beaucoup été touchée aussi, qui est la vallée voisine. Mais c'est vraiment dans la Roya que cette nuit-là, ça s'est tombé énormément, quoi. Donc, c'était une commande de l'éditeur. Et donc, cette commande, c'était d'aller sur place et après d'en faire un livre. Et je crois qu'au départ, la commande, c'était de faire un livre sur la reconstruction de la vallée. Alors, tout à l'heure, vous avez donné une conférence sur votre travail et notamment sur cet ouvrage. Et vous avez dit que, de manière générale, vos ouvrages naissaient d'une nécessité avant d'être une finalité. En l'occurrence ici, pour Le bruit de l'eau, il n'y avait pas une intention non plus au départ, mais plutôt une commande, donc un livre sur la reconstruction de la vallée. Et puis après, vous nous avez dit aussi que vous étiez allé là-bas avec Alain Bujac sans vraiment savoir pourquoi vous étiez là. Tout à fait. Ouais, et c'est un peu vertigineux que d'être confronté à cette problématique. Alors, c'était une commande entre guillemets parce que ça s'est transformé en liberté totale, quoi. L'éditeur nous a donné carte blanche. Et du coup, effectivement, on s'est confronté à cette simple question, pourquoi nous? Pourquoi ici? De quoi parlons-nous? Surtout que c'est une vallée qui soulève beaucoup de thématiques. Là, justement, ce matin, quelqu'un en parlait, là, sur notamment la question des migrants. C'est-à-dire qu'il y a la question climatique, mais il y a aussi la question humaine. C'est un lieu de passage important, qui a été aussi très médiatisé, d'ailleurs, elle est aussi connue pour ça. Et donc, au final, il a fallu qu'on fasse des choix, qu'on se positionne. Et je pense, oui, voilà, ce livre aussi, c'est ça. C'est une question de choix, une question d'être à notre place. Et d'où le fait de se mettre en scène, de s'inclure dans le récit, j'en parlais ce matin, mais comme une espèce de mise en abîme où du coup on assume notre découverte du lieu et de ce qui s'est passé, quoi. Oui, finalement, plus qu'un reportage sur la reconstruction de la vallée, c'est presque plus un reportage sur le processus de découverte de la vallée et de ses habitants. Oui, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'aurais même tendance à penser, peut-être à tort, mais que ça va au-delà, que ça, on parle pas... D'ailleurs, ça s'appelle, avant discussion dans la vallée de la Roya, ça s'appelle Le bruit de l'eau. Et je crois que ça parle de ça parle de l'humain, de l'eau, c'est plus large. Et
Pour moi, c'est important que je crois, dépasser le cadre bien précis qui est celui du reportage, celui d'un moment donné, celui de... tous les ouvrages sur lesquels je travaille, qu'ils soient personnels ou pas, hein, qu'ils soient même autobiographiques, j'essaie à chaque fois de me dire comment on peut aborder un sujet un peu plus vaste et dépasser le cadre de l'intime. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, en fait, le but, c'était pas à mon sens, de dresser un portrait uniquement de la vallée de la Roya. Même si on est là-bas, on parle d'autres choses aussi, quoi. Oui, vous dites dans le livre à un moment, alors je ne sais plus si c'est vous ou Alain, donc que vous mettez en scène, qu'il s'agit de mettre en image le rapport que nous avons avec nos cours d'eau en général. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une thématique importante pour Alain, parce que lui, il vit d'ailleurs au bord d'une rivière. Et je sais qu'il a dans beaucoup de ses livres et même de ses réflexions personnelles, hein, il accorde beaucoup d'importance avec sa relation à l'eau, effectivement. Donc vous co-signez cet album avec Alain Bujac, qui est, donc vous l'avez dit, écrivain, photographe. Vous connaissiez pas avant, c'est une rencontre organisée, arrangée, voilà, un mariage arrangé par l'éditeur. Comment s'est passée la collaboration ? Vous êtes au dessin, manifestement. Lui, il était au scénario. Enfin, comment s'est construit ce travail à deux ? Alors, c'est pas si segmenté. Déjà chez les éditions Futuropolis, c'est pas d'un côté scénario, d'un côté dessin, en règle générale, on va dire. Et là, vu qu'on a été tous les deux sur place pendant une semaine, qu'on a vécu, entendu les choses ensemble, concrètement sur place, lui il prenait des notes des entretiens ou des rencontres que l'on faisait avec les habitantes et les habitants. Moi, je faisais leurs portraits en dessin, je prenais des photos. Enfin voilà, on essayait d'avoir un travail commun sur des moments en commun. Et après, en fait, je pourrais presque dire qu'on l'a co-créé même dans l'écriture, puisqu'il y a des séquences que je suis venu ajouter, il y avait une espèce de transformation commune comme ça de l'écriture, que ce soit de sa part comme de la mienne. Et c'était de dresser un état de notre séjour qui soit le plus lisible et fluide et compréhensible possible, quoi. Il y a page 66 et 67, donc une double page, où on a presque un aperçu de cette cuisine créative dont vous parlez. On voit Alain qui est en train d'écrire les dialogues. Est-ce que cette mise en abîme du processus, c'est une mise en abîme honnête, entre guillemets, ça s'est vraiment fait comme ça, ou alors c'était juste un effet de mise en scène? C'était important pour vous de donner à voir ça? Alors c'est réel, c'est-à-dire que sur place, on était dans un logement à Saorge, là, dans un appartement, une maison qui est dans le vieux village. Donc c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, lui sur place, il retapait ce qu'il écrivait, il essayait d'agencer un petit peu dans sa tête et dans un document ce qu'on était en train de vivre et d'entendre sur place. Et moi, j'avais fait d'ailleurs un croquis de cette séquence dont vous parlez, sur place dans mon carnet. Et donc c'était une manière, effectivement, de mettre en abîme, de montrer que ça s'est réellement passé comme ça. Donc il y a ce croquis qui est même inclus dans l'ouvrage et autour duquel gravite une séquence qui relate la réalité. Ouais. Donc j'ai parlé en début d'interview de reportage, et c'était à dessein parce que vous définissez votre travail plutôt sous les termes de bande dessinée du réel, et vous le distinguez justement du reportage ou même de la bande dessinée documentaire. Est-ce que vous pouvez préciser cette différence que vous faites ? Alors c'est pas évident en fait. Déjà, je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais les étiquettes en règle générale, moi j'en mets pas, et puis de toute façon c'est pas forcément aux auteurs d'en mettre. La seule chose que je sais, c'est que il y a une grande mouvance de la BD documentaire, et qui est très bien, et qui est vraiment, moi je suis ça même en tant que lecteur, et j'encourage le fait qu'on puisse vulgariser les informations, la science ou autre. Je ne sais pas faire ça, je ne fais pas ça en règle générale, et donc là le fait de m'accorder sur cette notion de bande dessinée du réel, que je trouve plus vague et plus juste, pour moi en tout cas vis-à-vis de mon travail, ça englobe justement ce type de récit. Et justement, j'en parlais aussi ce matin, mais de parler de poésie du vivant, de réalité, de mêler, de croiser les regards entre le vécu, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Alors évidemment, c'est un ouvrage qui vient porter un document sur le réel, mais ça se veut pas informatif. En tout cas, c'était pas. Après, je sais bien qu'un ouvrage nous dépasse, hein, évidemment, mais lorsqu'on l'a fait,
on n'était pas, en tout cas pour ma part, je n'étais pas dans une démarche explicative et informative, quoi. Oui, vous faites la distinction. Alors j'ai bien aimé entre monstration et démonstration. Ouais, Et ça me semble assez éclairant sur cette question de la bande dessinée du réel. Vous pouvez revenir là-dessus ? C'est vrai. Alors, j'ai pas envie de généraliser parce que j'ai pas envie de parler au nom d'autres autrices ou auteurs. Mais j'ai l'impression que j'ai rien à expliquer. Moi, je sais rien en fait. Je sais pas grand-chose de plus que n'importe qui, quoi, que n'importe quelle personne citoyenne lambda. Je suis expert, voilà, en pas grand-chose si ce n'est le dessin, la peinture. Malgré tout, ça a un sens que de porter. On porte tous un regard suivant notre parcours et suivant notre activité sur ce qui nous entoure. Et du coup, ça reste légitime que de faire un ouvrage, sauf que c'était important de rester à notre place, à notre position. Et moi, je sais, maintenant, aujourd'hui, je peux mettre des mots là-dessus, mais je sais qu'on travaille et plus effectivement dans une démarche de monstration, quoi. Mais c'est un terme d'ailleurs qu'on applique en philosophie, en art aussi. Dans l'art, c'est vraiment ça, quoi. Donc, bande dessinée du réel. Et Lacan dit, le réel, c'est ce à quoi l'on se cogne. Alors, à quoi vous êtes cogné dans la vallée de la Roya ? C'est pas évident. C'est une question piège, ça. On peut passer à la suivante. Non, c'est pas... Dans la vallée, je saurais pas dire. Si, après moi, c'est des paysages auxquels je suis très sensible, donc ça m'affecte même déjà en termes de géographie. Après, si, c'est plus dans le processus de création que je me suis cogné à cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment l'agencer ? Comment le rendre lisible et judicieux ? Et comment allier nos deux regards, à Alain et moi ? Donc oui, c'était plus dans le processus même que je me suis heurté à... Ouais, je pense. Et puis justement, sur ça, il y a... vous citez au tout début de votre récit le dessinateur et scénariste de bande dessinée Emmanuel Guibert qui dit la vraie question que tu dois te poser quand tu commences une histoire, c'est pas comment tu vas la raconter, mais comment tu aimerais qu'on te la raconte. Et donc là, vous nous avez donné un aperçu de la nature presque organique en fait de votre processus de co-création. Donc il n'y a pas de storyboard, c'est des itérations. Et donc, mais au final, il y a quand même un récit, il y a quand même une histoire, il y a quand même un objet, un livre, et puis qui se tient. C'est pas un recueil de tout ce que vous avez dessiné sur place. Il y a de la mise en scène, il y a des personnes ou des personnages. Comment vous avez choisi de raconter cette histoire de votre découverte de la vallée de la Roya ? C'est vachement difficile de mettre dessus parce que Pimpi même, en fait, c'est assez. Je sais pas comment dire, pas intuitif, mais j'essaie de jamais perdre de vue, encore une fois, que en fait, le médium même, avant tout, c'est un ouvrage qui va être publié, c'est une bande dessinée. Donc, il faut que ce soit au moins, on va dire, organisé, du moins, j'allais dire, pas planifié, parce qu'il y a toujours la place à la découverte, à l'inattendu, et ça, j'aime le conserver dans le processus. Dans le processus d'écriture. Dans le processus d'écriture et de dessin. Et de dessin, oui, je parle du dessin comme d'une à deux niveaux, ça, j'aime bien ne pas trop savoir où je vais et me surprendre moi-même, et ça, c'est évident. Mais malgré tout, même s'il y a toujours ces surprises, chaque fois, j'essaie de prendre du recul. Et bon, après, j'envoyais aussi à Alain et à l'éditeur qui, pour cette BD-là, d'ailleurs, c'est arrivé que l'éditeur nous suggère d'inverser, par exemple, des séquences, quoi. Il dit, tiens, celle-ci, je la verrai bien au début. Et donc, c'est ce qui est aussi le travail de l'éditeur, quoi, comme un montage. Et donc, en ce niveau-là, c'est intéressant. Et je me souviens plus exactement de l'origine de la question, mais... c'était sur le processus et les choix de structuration du récit. Mais peut-être on peut prendre la question par le temps aussi, parce que vous êtes resté combien de temps ? Une semaine sur place. Et après, l'écriture, elle se déploie dans un temps beaucoup plus long. En fait, l'écriture de l'ouvrage, le dessin... Il a été vite quand même. C'est un ouvrage qu'on a fait dans la foulée. Je pense, de mémoire, à quelque chose comme 6-7 mois vraiment de réalisation. Et j'avais besoin, moi, de conserver cette rapidité, ou du moins cette une spontanéité qu'on peut retrouver dans les carnets, presque. D'être dans cette dynamique où on revenait de la Roya. Et j'avais besoin de garder ça. Après,
le but, enfin, j'aime bien me laisser porter. Comme je disais ce matin, l'ouvrage, c'est un peu comme un plan séquence. Enfin, j'ai toujours des références cinématographiques en arrière-plan. Et j'aime bien penser un livre comme, oui, en termes de valeur de cinéma, que ce soit les cadrages, le montage ou la mise en scène. Souvent, d'ailleurs, je parle souvent de mise en scène dans mes livres. Et là, j'avais l'impression, ou en tout cas, du moins la volonté, qu'il y ait une espèce de plan séquence d'embarcation avec nous, en tant qu'auteur et en tant que, pas investigateur, parce que c'était plus en tant qu'humain même d'ailleurs. Tout simplement, on est deux humains qui allons dans la Roya et allons découvrir. Et voilà, presque caméra-épaule, qu'on nous suive dans tout l'ouvrage. Ouais. On va revenir sur ça, sur comment on vous suit et qui vous rencontrez. Mais avant ça, je voulais qu'on parle du dessin. Donc, vous avez parlé des carnets de croquis, parce que bon, c'est quand même, moi je trouve en tout cas une des grandes forces de cet ouvrage, c'est que vous déployez une sorte de polyphonie graphique qui est vraiment impressionnante. On voyage dans la Roya, mais on voyage aussi dans une palette de techniques extrêmement diverses, crayon, feutre, encre, aquarelle, pastel, peinture, j'en oublie peut-être. Il y a un moment, je me suis demandé s'il y avait de la gravure, mais tout à l'heure, vous aviez dit que la gravure, je ne sais pas si... ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas fait, donc je me suis peut-être trompée. Peut-être si vous pouvez nous parler de ça et nous dire quelle était l'intention derrière cette diversité d'écriture graphique, au-delà de son intérêt esthétique et poétique qui est manifeste. Ouais. J'ai l'impression que, après, moi, dans ma démarche, en règle générale, c'est mon rapport au dessin, il est vraiment dans la volonté de raconter le plus possible par l'image elle-même, sans texte. Alors, la bande dessinée, on sait qu'il y a du texte. Et un ouvrage comme celui-ci le permet. En fait, il permet d'exploiter, d'explorer les outils. Avant même de partir, j'avais quand même cette idée en tête qui s'est confirmée avec le carnet que j'avais sur place, où j'ai fait pas mal de croquis et en diversifiant évidemment les outils, parce que comme j'ai l'habitude de le faire. Et je me suis dit, c'est bien de conserver. Tout à l'heure, je parlais de spontanéité, mais en fait, ça rejoint aussi sur l'aspect graphique, quoi, de conserver cette multitude et cette palette comme des instruments en musique. Encore une fois, j'ai l'impression de redire ce que je disais ce matin, mais ce matin, je parlais effectivement des différences de ressenti. Voilà, qu'une même mélodie, qu'elle soit jouée par un saxophone, une harpe ou une flûte, bref, on ne va pas la ressentir de la même manière. Et en dessin, c'est pareil. Donc, une séquence qui sera dessinée à l'encre ou une autre au feutre ou au pastel à l'huile n'évoquera pas la même chose. Et en termes de ressenti, avant même de lire le contenu, on ne sera pas dans la même évocation, quoi. Donc, un ouvrage comme celui-ci, je pense, joue beaucoup sur les impressions et essaie de faire passer un maximum de choses par le dessin. Et outre le fait, effectivement, qu'il y avait en fil conducteur de cet ouvrage une recherche volontaire de poésie, donc y compris dans le dessin. Et c'est en ça aussi, tout à l'heure quand on parlait de bande dessinée du réel, c'est en ça aussi que je pense qu'on peut se distinguer un petit peu, entre guillemets, du reportage. C'est-à-dire vraiment d'être dans une volonté de s'éloigner du rapport, de reportage, quoi, du rapport qu'on pourrait faire du réel en allant dans le subjectif, dans la beauté et dans la forme poétique. Donc le dessin d'observation, il a eu une très grande place dans votre pratique. Donc vous dessinez, là quand vous y allez, vous dessinez sur place, beaucoup. On vous voit, donc vous dessinez après en train de dessiner, vous dessinez tout le temps. Donc on sent que c'est ce que vous faites sur place. Mais pour autant, l'objet final, c'est aussi à nouveau un gros travail de dessin, qui est du dessin a posteriori, en atelier, des fois du redessin, je crois. Ouais. Concrètement, comment vous vous y êtes pris pour réaliser ces planches ? Vous avez dessiné, il y a des fois il y a des scans de vos carnets, ouais. Et puis en même temps, il y a aussi autre chose, des dessins. Vous avez une matière, comment vous faites ? Effectivement, j'utilise parfois les dessins faits in situ, quitte même des fois à les inclure dans l'ouvrage, en les faisant figurer carrément. Ou des fois, je m'en sers simplement comme source de documentation. Il y a aussi pas mal de photos que je prends sur place ou de vidéos qui me permettent aussi de capter des mouvements, des attitudes ou des lumières, quoi. Et donc, un lieu comme celui-ci où je savais ne pas retourner, a priori, en tout cas pas dans l'immédiat, j'ai pris pas mal de photos, quoi, afin d'avoir beaucoup de documentation pour ensuite pouvoir redessiner. Et pour vous,
c'est deux types de dessins en fait, parce que oui, il y a des dessins croquis faits sur place et il y a des dessins faits en atelier à partir d'une matière première qui est la photo, la vidéo. Est-ce qu'ils ont, alors je sais pas si le terme de valeur c'est le bon terme, mais est-ce qu'ils ont la même fonction? Est-ce qu'ils ont la même valeur? Parce que c'est quand même pas la même chose de dessiner sur place ou de dessiner d'après photo. Alors, je sais pas si vous êtes familier de cet adage de dessiner pour voir, donc qui vient de l'anthropologie visuelle, avec cette idée que le dessin peut fonctionner aussi comme outil du regard et outil de l'enquête en fait, comme instrument. En fait, je vais sur place avec mon carnet de dessin parce qu'il va m'aider à voir ce qui m'entoure. Oui, si, tout à fait. Alors, pour répondre au début de la question, c'est pas du tout le même rôle, quoi. Ça, c'est une évidence. Et ça n'entretient pas la même fonction déjà vis-à-vis de moi-même. En fait, un dessin fait sur place, le temps du dessin fait que ça englobe tout ce qui est autour du dessin. C'est un temps, ça peut être un temps de contemplation, suivant le sujet. Ça peut aussi être un temps juste d'attention extrême. En tout cas, je sais que, franchement, quasiment tous les croquis que j'ai faits, dans ma vie presque, je me souviens du contexte. Parce que tous les sens sont en éveil et on se souvient, pas des odeurs, mais au moins du bruit, du lieu où on était, des discussions environnantes, de la musique s'il y en avait, enfin voilà, il y a tout ça. Donc un dessin dans le carnet, qui est ma pratique première, on va dire, dans mon rapport à l'image, ça englobe tout ça, c'est une attention extrême qui vient graver un moment. Un dessin fait en atelier à partir de cette documentation-là, il vient remplir une autre fonction qui est celle d'être dans une suite d'images. Enfin, c'est la bande dessinée, quoi. Je vais pas expliquer ce qu'est la bande dessinée, mais du coup, presque peu importe le dessin lui-même, en fait, il vient répondre à celui d'avant ou précéder. Dans la narration. Voilà, c'est vraiment toujours regarder de vue la narration. Et donc là, je réfléchis différemment. Mais j'ai voulu aller vite et garder quand même cette spontanéité dont on parlait tout à l'heure, donc d'être malgré tout dans une démarche proche de celle du carnet de croquis, quoi. Mais la fonction ne reste pas la même et la pratique non plus, parce que je suis dans mon atelier en train de faire autre chose, quoi. Donc il y a une fonction d'incarnation quand on est sur place, de présence au monde. Il y a une fonction documentaire du croquis pour construire le récit après. Et puis après, vous avez aussi évoqué ce matin, et j'aimerais qu'on y revienne parce que ça m'a vraiment intéressée, sur la valeur de preuve du dessin. Pour dire en fait... montrer que vous étiez là-bas, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans ce livre, il y a vraiment ça. Le fait déjà de se mettre en scène, d'inclure les photos d'Alain ou d'inclure pas mal de croquis que j'ai fait sur place. Il y a ça, effectivement. Et puis ça prolonge cette mise en abîme, cette preuve, ça incarne, en fait, je pense, l'ensemble. Et du coup, ça vient authentifier presque le récit. Je crois. Ouais. Et puis, il y a aussi, vers la fin de l'ouvrage, des planches qui sont quasiment abstraites. Elles sont magnifiques, hein. Mais justement, moi, j'ai trouvé ça surprenant et assez inattendu, surtout dans ce que vous dites, le fait que vous vous positionnez dans une bande dessinée du réel, qui là n'est plus représentée. Enfin, il n'y a pas de figuration, il n'y a pas de représentation. Comment elles sont arrivées, ces planches? C'était comme... Enfin, après, c'est une hypothèse, je réponds à la question que je vous pose, donc ça va pas, mais je vais le faire quand même. Elles sont arrivées comme le résultat de cette expérimentation graphique que vous menez, ou je me trompe peut-être? Il s'agit de quelle planche? Parce qu'il me semblait qu'elle représentait toute quelque chose. Ah ben alors je me suis... Non, je veux bien voir. Elles sont rouges et vertes. Voilà, je pense... Alors là, on est dans de la représentation, je pense. Ouais. Parce qu'il y a quand même une démarche effectivement picturale, volontaire, mais je crois pas être dans l'abstrait. Ouais, alors, pour moi, c'était la vallée, en fait. C'était la vallée encore. Ce sont les montagnes. Alors effectivement, je pousse au bout l'idée de... Donc c'est les pages 106, 107 pour les auditeurs qui auront le livre entre les mains. Ouais, tout à fait. Alors en fait, ça, j'aime bien, moi justement, c'est le processus et la liberté que nous offre un tel type d'ouvrage, qui permet des accidents où, par exemple, là, j'étais parti sur les 2 pages précédentes que j'avais faites. Et souvent, j'aime bien faire des impressions, c'est-à-dire mettre une feuille par-dessus, appuyer, voir ce que ça donne comme trace ou comme reflet. Et du coup, ça a laissé une trace proche de la gravure que j'ai voulu exploiter en faisant un autre dessin, qui est la page suivante. Et
Mais on restait quand même dans une représentation de montagne. Mais je trouve ça intéressant justement que ça dépasse un peu le cadre de représentation, ça me va. Donc, vous le disiez tout à l'heure, dans cet album, on vous suit avec Alain Bujac à la rencontre en fait de la vallée. Et à la rencontre, en fait, c'est de toute une galerie. Au début, j'avais écrit personnages, mais en fait, c'est des personnes. Donc, ça nous renvoie au titre discussion dans la vallée de la Roya. Donc, il y a Daniel Markovitch qui est coprésident de la commission mixte inondation. Il y a Simon qui vous accueille dans le village. Il y a Boris qui est pêcheur, Mickaël qui est berger. Enfin voilà, il y a toute une série de personnages, Simon Blanchet, directeur du CNRS, et on finit par Camille de Toledo. On prête de manière générale au dessin des qualités de socialité, c'est-à-dire qu'il serait moins intrusif que la photographie, plus sympathique, il faciliterait le contact. Et puis il y a aussi parmi toutes ces personnes, il y a aussi Rémo qui refuse d'être photographié, et même qui refuse d'être dessiné, donc dont vous ne dessinerez que les mains. Quelle place il a eu le dessin, peut-être comme facilitateur de rencontres? Vous y alliez comment à la rencontre de ces gens en tant que dessinateur, ou d'abord c'est Alain qui allait? Comment ça a marché? Non, là dans le processus qu'on a eu ensemble autour de cet ouvrage, c'est vraiment Alain qui a engagé la conversation, voire parfois qu'il a prémédité en prenant contact pour certaines personnes au préalable, quoi. Et donc lui, il était vraiment une démarche d'entretenir la conversation, de poser quelques questions, d'écrire dans son carnet. Et moi, à côté, je faisais les dessins. Mais effectivement, le dessin est beaucoup moins intrusif, il est agressif. En tout cas, on en a moins peur, c'est une évidence. Déjà parce qu'il inclut du temps. En fait, moi, quand je suis à côté de la personne et que je la dessine, elle peut voir ce que je fais. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, le rapport est tout autre que celui de la photo. Mais effectivement, il n'y a qu'avec Rémo, et c'est très rare, où il n'a même pas voulu que je dessine, sauf ses mains. Donc, j'ai pu dessiner ses mains qui figurent dans le livre. Et donc, vous pratiquez le portrait beaucoup. J'avais entendu Manu Larsonnet qui disait dans une interview que lui, il commençait toujours ses portraits par le nez, parce que c'était ce qui avait le plus proche de lui. Vous, comment vous y prenez dans cet exercice-là du portrait? Moi, je commence toujours par le regard. En fait, je m'en suis aperçu sur le tard, quoi, mais que je commence toujours par les yeux parce que c'est ce qui bouge le plus vite et c'est ce qui représente, à mon sens, le plus le caractère de la personne à ce moment donné, en tout cas. Et à partir, donc j'essaie de vite construire ça, et tac, après tout le reste suit, enfin le nez, le front, la bouche, l'ensemble se construit autour, quitte à ce que la personne bouge, et c'est pas grave, au moins il y a le regard. Et effectivement, c'est ce qui me passionne presque le plus, moi, le nu et le portrait en règle générale, la représentation, c'est ce à quoi j'accorde le plus d'attention. Et donc à côté de ces humains dont vous faites de très beaux portraits, vous représentez aussi, ou en tout cas vous donnez la parole à un personnage supplémentaire, une voix supplémentaire, c'est la Roya. Donc c'est un fleuve qui parle dans votre album, la Roya qui devient un personnage et qui fait le lien entre ces rencontres. Et d'ailleurs, l'ouvrage il s'achève avec un entretien de Camille de Toledo qui parle de cette nécessité, autant que de cette difficulté à faire parler les milieux, les rivières, les choses, pour à nouveau entrer en empathie avec elles et ne plus nous penser séparés d'elles, nous humains, et puis l'environnement. Est-ce que c'est ça, le bruit de l'eau, le nom du titre ? Ça englobe d'autres choses. Alors là, ça soulève plusieurs questions quand même. Parce que le bruit de l'eau, c'était aussi parler de ce bruit de l'eau dont nous ont parlé beaucoup d'habitantes et d'habitants. Parce que toute la vallée est construite autour de ce fleuve qui varie selon les saisons, que ce soit entre la sécheresse ou des inondations comme là. Ça vient rythmer en fait le quotidien, ça vient ponctuer la vie de chacun et c'est constant. Et le bruit, pourquoi le bruit ? Parce que c'est pas un son, j'en parlais là aussi ce matin, le bruit ça englobe plein de choses, c'est pas une fine sonorité, ça peut englober le petit clapotis du torrent, quoi. Et effectivement, ça fait aussi écho à cette voix, la voix de la Roya, qu'on a assez vite décidé de donner dans ce livre, parce qu'en fait, encore une fois, on a très vite fait le choix de prendre la voix poétique. Parce que moi, je voulais pas faire un énième livre sur
comment dire, qui explique alors qu'on n'a rien à expliquer. Enfin, pour moi, en tout cas, voilà. Encore une fois, j'ai rien à expliquer. Et du coup, voilà, je voulais rester dans cette poésie. Après, il y a toute la question de savoir comment faire parler sans prêter justement des sentiments humains, un fleuve. Donc, c'est une écriture assez simple, qui est sans intention, sans sentiment, mais qui est plus dans les sensations. Enfin, voilà. Après, j'invite les lectrices et les lecteurs à découvrir ces passages-là. Et l'écho qui est donné par Camille de Toledo dans l'épilogue, c'est encore un petit peu différent, parce qu'effectivement, il parle de la prosopopée qui est vieille comme le monde, quoi, à savoir faire parler les choses autres qu'humains. Mais lui, il est dans un autre combat qui est actuel, il n'est pas le seul, mais ce combat de la défense des droits de la nature en leur accordant, en plus des droits, aussi une voix, à savoir qui va leur prêter la voix ou qui va leur permettre de parler. Donc c'est intéressant parce que justement en ce moment on a signé un contrat ensemble, enfin un projet ensemble chez Futuropolis pour parler de ça, pour parler justement de ce tournant des droits de la nature actuelle, sur toutes ces personnes dont lui qui se battent pour aller même plus loin dans toutes ces lois. D'ailleurs il y a quelque chose la fin avril autour de ça. Enfin bref. Où ça non c'est pas. Il y a quoi fin avril? À l'Assemblée nationale, normalement. Ouais. Je crois qu'il y a une proposition de... Enfin, voilà, ils vont proposer. Il y aura tout un colloque autour de discussion autour des droits de la nature. Et je ne sais pas à quel point c'est médiatisé, à quel point c'est ouvert au public, je ne sais pas trop encore. Et du coup, c'est encore autre chose, là, parce qu'on est dans la reconnaissance des entités naturelles par les humains, par les lois que les humains donnent. Lui, il va même plus loin, parce que... il va sur penser les éléments comme des travailleurs terrestres. Donc, au-delà même de la reconnaissance des entités naturelles, il aimerait qu'elles soient reconnues à juste titre comme des... alors là, c'est moi qui mets un mot dessus, c'est peut-être pas le bon, mais presque comme des esclaves, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il aimerait aller jusqu'au bout et que salaire leur soit rendu, qu'elles puissent se défendre et expliquer que voilà, ce qui permet à EDF, je sais pas, de faire de l'électricité, c'est pas le barrage, mais c'est le fleuve. Enfin, voilà. Après, je vais pas parler à sa place. Mais donc, il fait partie de toute cette mouvance qui va jusque-là. Et moi, ça m'intéresse, ça me touche. Il y a des choses dont je n'ai pas les connaissances et qui dépassent mon champ. Mais en tout cas, l'écho que ça saisit chez moi, je pense, c'est... j'ai toujours été très sensible à la colonisation. Et du coup, je fais un rapide lien avec Marine Calmet, justement, qui avait fait tout un travail là-dessus sur le fait de décoloniser les droits. Et ça, c'est vrai que ça me questionne à ce niveau-là, quoi. C'est comment, parce qu'au final, ça a été prouvé dans l'histoire, ça a été montré qu'à certains moments, l'humain a placé d'autres humains en tant que chose, quoi. Et jusqu'à tardivement, que ce soit les femmes, les Africains ou les enfants. Et là, d'un seul coup, on continue, mais avec des non-humains. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin, mais en gros, voilà. Merci beaucoup, Laurent Bonneau. Malheureusement, on arrive déjà au terme de ce temps de discussion. Mais je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Le bruit de l'eau, discussion dans la vallée de la Roya chez Futuropolis, à retrouver dans toutes les bonnes librairies et à retrouver aussi dans la librairie qui est installée au sein du Collège Truffaut à l'occasion du festival à l'école de l'Anthropocène. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Et donc à suivre sur Radio Anthropocène, Point of VU, le point de vue des étudiants du Master Ville et Environnement Urbain sur le festival, suivi d'exercices d'observation dans les pas de Nicolas Nova par Florence Corta-Roller. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.